Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je propose qu'on puisse commencer maintenant. Alors, retour d'expérience, audit de sécurité d'un site Drupal. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Hop. Voilà, je m'appelle Michael Desfontaines, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Labo Rouge. Je suis développeur, j'ai un profil un peu, j'aime pas ce mot-là, mais full stack, c'est-à-dire que sur un projet, je vais vraiment intégrer aussi bien du theming que du développement back-office, la gestion de projet et puis un petit peu de maintenance serveur. Je fais partie donc d'une agence qui s'appelle Imago Spirit, et donc pour le troll, on n'est pas une agence digitale, on est une agence numérique. Voilà. Comprenne qui voudra. On va parler d'audit de sécurité. Pour des raisons de sécurité, on va rendre cette conférence un peu anonyme. Donc nous aurons plusieurs intervenants. Nous aurons un développeur, que nous allons appeler Michael, pour garder son anonymat. C'est lui qui a été en charge finalement sur cet audit de sécurité de développer le site. Nous avons un client que nous appellerons Top Discount. Donc le client a demandé à Michael de développer le site. Et puis nous avons une agence de sécurité que nous appellerons Top Sécurité, qui elle a été en charge de réaliser cet audit de sécurité. On va parler un petit peu de contexte. Donc cette agence a fait appel... l'entreprise Top Discount a fait appel à notre agence et à Michael pour développer son site e-commerce. Dès le début du développement, dans le cahier des charges, il était question d'une audit de sécurité avant la mise en production pour des raisons complètement légitimes. Donc on n'a pas été surpris et on a pu nous aussi travailler en amont pour essayer de respecter des normes de sécurité. Alors, les choix techniques. Drupal, forcément. Là, pour l'occasion, on n'est pas sur du Drupal 8, mais tout ce qu'on va parler peut vraiment s'appliquer à du Drupal 8. On est plutôt sur du Drupal 7. C'est un développement qui date maintenant un petit peu. C'est vrai que le retour d'expérience peut aussi bien s'appliquer, je pense, à Drupal 8, même si on a fait quand même des progrès. Sur le côté, comme c'est un site e-commerce, dès le début, c'est posé la question de savoir si on allait utiliser le module commerce et sa suite ou pas. Et en fait, on avait certaines contraintes qu'on avait déconseillées aux clients, mais qui étaient pas de panier et pas de compte utilisateur. Donc très vite, on est tombé d'accord finalement pour ne pas implanter toute la suite commerce de Drupal. Et finalement, on allait passer énormément de temps à réécrire les fonctionnalités et donc perdre beaucoup de temps en développement. Donc on s'est dirigé plus simplement sur la forme API de Drupal. Tout le monde connaît l'API form? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment l'API de formulaire de Drupal qui est très souple, très agréable personnellement je trouve à utiliser et qui permet vraiment de faire de super choses. Donc tout de suite, en termes de formulaire, on a aussi écarté tous les modules type web form. Et puis du coup, ça nous a permis de faire de l'implantation manuelle de paiement en ligne, puisque là aussi, il n'y avait pas vraiment de module dédié au paiement selon la solution qu'avait choisi le client. Et donc, on a choisi d'implanter manuellement le paiement en ligne. Ça, c'est pour les choix techniques. L'audit de sécurité, forcément, a trouvé des choses et les a classées en 3 catégories. Des failles mineures, des failles importantes et des failles majeures. Ce que l'audit n'a pas dit dans son rapport, c'est ce qu'elle n'a pas pu trouver. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si mon Drupal était à jour, ils ne l'ont pas dit. Ils ont vraiment mis l'accent sur ce qu'eux était important, ce qu'ils avaient trouvé qui était important, soit d'une manière mineure, soit d'une manière importante, soit d'une manière majeure. Donc, les points positifs, finalement, de cet audit, on ne les connaît pas. On va commencer par la première faille qui a été trouvée. Alors, XSS Store, exécution de code JavaScript. Est-ce que ça parle à tout le monde?
c'est une faille assez connue. Je crois qu'il y a eu pas mal de mises à jour de sécurité de Drupal par rapport à ça. En fait, par rapport au site qu'on avait développé, on s'était, donc, comme je le disais tout à l'heure, reposé sur la forme API de Drupal. On avait une étape de validation, le hook form validate, et une étape d'envoi, le hook form submit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le hook form validate, lui, va permettre de vérifier l'intégrité des données saisies avant l'envoi et de demander, le cas échéant, la correction des erreurs à l'utilisateur. Et puis on a le hook form submit qui lui va vraiment traiter et mettre en place un mécanisme de création. Là en l'occurrence, oui c'est ça, on a mis en place un mécanisme de création de nodes basé sur les informations qui avaient été saisies dans le formulaire. Donc côté administration du site, du coup il était possible après de retrouver chaque résultat de formulaire dans un node, un contenu à part en le consultant. On va parler de cette faille. Donc, le cross-site scraping, XSS, désolé pour l'accent, est une attaque par injection de code JavaScript ou HTML. Donc, elle permet d'exécuter du code malicieux dans le navigateur de la victime. L'attaque ne vise pas directement sa victime, il exploite la vulnérabilité d'un site pour injecter un code malveillant. Donc, le pirate en profite de la confiance de la victime envers le site web. Le code malicieux semble être légitime. Donc on a deux types de failles. On a persistant, il s'agit d'une attaque assez dangereuse. Un attaquant peut injecter un code dans le serveur du site vulnérable et ainsi infecter toutes les personnes visitant cette page. Et on a une deuxième catégorie qui est non persistant et qui est beaucoup plus répandue. Nous, pour notre cas, c'était vraiment une attaque persistante. Donc, exemple de cette attaque, il a suffi à l'audit de sécurité dans les champs du formulaire de taper ce petit... Ah, il manque un C, d'ailleurs, il y a une belle faute. Et il suffit juste de taper ce petit script JavaScript pour avoir une exécution de code dans la page HTML du site. Alors, du coup, ce code, il permettrait, avec quelque chose de plus malicieux, d'appeler directement un fichier JavaScript distant qui, lui, comporterait du code à exécuter. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être très dangereux. Alors, pourquoi cette faille a été trouvée? Notre développeur, Michael, en fait, il a été très naïf quand il a utilisé Form API. Il a cru que Drupal, déjà en amont, allait filtrer ce genre de requêtes dans les champs de formulaire. Je sais que si on utilise le module WebForm, par exemple, il y a ce traitement normalement derrière. Sur la Form API, pas du tout. On est vraiment livré à soi-même. Donc ça, c'était une première bonne leçon de se dire que finalement, rien n'est jamais acquis en termes de développement et qu'il faut toujours rester sur ses gardes. Donc pour les solutions finalement qu'on a pu trouver pour pallier à cette faille, on s'est tourné vers des fonctions de Drupal, les sanitization functions, et notamment deux qui sont filter XSS et check markup, et qui vont vraiment avoir un traitement de chaîne de caractères, et pour enlever du HTML, faire attention qu'il n'y ait pas justement de JavaScript dedans, etc., et vraiment épurer la chaîne de caractères. Donc une fois ces deux fonctions mises en place, les données envoyées sont assainies et le XSS n'est plus possible. On a vraiment des données saines saisies dans le formulaire. Alors, retour d'expérience. Finalement, malgré une faille majeure, donc ça peut faire un peu peur, la solution à implanter était assez facile. Il a fallu deux lignes de code à implanter, un bon retour d'expérience, comme je disais tout à l'heure, à savoir que rien n'est acquis et que même si on a son guide de bonne pratique, eh bien c'est bien de lire la doc et de faire des tests avant de mettre en production. Et puis voilà, des tests et toujours des tests. Deuxième faille trouvée, c'est une faille importante, donc on est en dessous de la faille majeure, énumération des paiements. Sur le site, l'utilisateur procède à une commande via le formulaire qu'on avait développé.
On lui propose un règlement par carte bleue, on le redirige vers la plateforme de paiement en ligne. Une fois le paiement effectué, le contenu, le node est créé avec les données qui ont été saisies dans le formulaire. Et puis, on va afficher une page récapitulative des informations qui ont été saisies dans ce formulaire, une fois le paiement effectué. Donc on a besoin finalement d'accéder directement au node. Cette page va comporter finalement deux informations sensibles, donc ce n'est pas le node en entier, l'email de l'utilisateur et le numéro de la commande. C'est une page de confirmation finalement. Et cette page de confirmation, elle est générée automatiquement via un hook menu et comporte un argument, c'est-à-dire l'identifiant du nid. Est-ce que je vous ai paumé ou c'est bon? Donc on a finalement une URL qui est paiement / 666. 666, c'est l'ID du node. Donc il était stipulé dans le cahier des charges que la création d'une commande se faisait sans la création d'un compte client. Ça c'est quelque chose, quand on a eu le cahier des charges en main, où on a vraiment alerté le client en lui disant « ce serait bien quand même qu'on ait des comptes clients ». Parce que sinon on va exposer des informations sensibles à des utilisateurs anonymes. Donc finalement un peu à n'importe qui. Donc la faille, elle a été trouvée parce que la génération des ID du node, elle est incrémentale et donc elle est prévisible. Il est possible pour un attaquant d'écrire un script en brute force qui va lui pousser ses identifiants et ainsi récupérer les informations de paiement sur le site, à savoir par exemple l'adresse email. Après, il est possible à un attaquant d'utiliser ces informations, par exemple, pour une campagne de phishing. Le fait d'avoir accès à ces informations, finalement, augmente les chances de réussite de l'attaque. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on avait préconisé aux clients, c'était de limiter l'accès à ces pages. Et l'audit de sécurité a mis ça en avant, le fait qu'il fallait absolument limiter l'accès à ces pages. Et puis, ils nous ont préconisé aussi la génération d'un identifiant non devinable, afin d'éviter justement les attaques de type brute force. La solution. Alors, j'ai découvert par hasard une fonction de Drupal que je ne connaissais pas, qui est le Drupal Random Key. Il y en a qui l'ont déjà utilisé? Ouais. Bien. 2. Super. 3 avec moi. Alors, cette fonction permet de générer une chaîne aléatoire sur 32 caractères et codée en base 64. C'est plutôt parfait. Du coup, pendant la création de la commande, on va générer un identifiant supplémentaire via cette fonction de Drupal Random Key. L'identifiant va être stocké dans le node qui correspond à la commande via un champ caché et il est aussi utilisé en tant que paramètre de la requête dans l'URL. Lorsque la page de confirmation de commande est consultée, on va aller vérifier que le paramètre de la requête avec cette chaîne de caractères générée par Drupal Random Key correspond bien à celle qui est stockée dans le node. Si c'est le cas, on affiche la page. Si ce n'est pas le cas, on affiche une autre page en disant à l'utilisateur, au visiteur, qu'il n'a pas le droit de consulter cette page. Donc du coup, on le voit, notre page paiement 666 devient paiement, alors je dis ainsi, 666 avec un argument ID qui correspond à la chaîne de caractères aléatoires générée avec la fonction Drupal Random Key. Finalement, qu'est-ce qu'on a pu apprendre de cette faille? Savoir que l'audit de sécurité, finalement, avait confirmé ce que nous, on avait préconisé aux clients en démarrage de développement, en lisant le cahier des charges, à savoir qu'il fallait absolument des comptes clients et qu'on ne pouvait pas laisser ces informations à des visiteurs anonymes. Ce qu'on peut en tirer aussi comme leçon, c'est que finalement, cet audit de sécurité a alerté le client sur le risque qu'il prenait
à ne pas vouloir accepter cette préconisation. Donc maintenant, le client a conscience du risque. Et après, en termes de temps, pour corriger la faille, finalement, il a fallu une ligne de code à implanter. Donc ça a été relativement facile. Alors, énumération des utilisateurs. Ça, c'est une faille importante. C'est quelque chose que j'ai un peu découvert dans Drupal. Je crois que ça s'est un peu amélioré en Drupal 8. En fait, dans Drupal, on est capable, avec des attaques en force brute, de deviner le nom des utilisateurs. Par exemple, si on tape /user admin top discount et qu'on n'est pas logué, ça va nous renvoyer une erreur 403. Donc on n'est pas autorisé à accéder à la page parce que l'utilisateur admin top discount existe. Par contre, mon utilisateur Brad Pitt qui n'a pas de compte sur le site, si je tape user Brad Pitt, le site va me renvoyer une 404. Donc il est possible, avec une attaque en force brute, de savoir si un utilisateur existe ou non. Et donc, dans ce cas, ça permet au pirate, quand il va trouver une 403, de se concentrer sur ce compte en particulier pour éventuellement refaire une attaque force brute sur user login pour essayer de trouver le mot de passe. Est-ce que c'est clair pour vous ? Et donc, effectivement, sur le guide de sécurité, ils se sont amusés à tester des noms d'utilisateurs et voir ce que ça renvoyait. Solution. Alors, par défaut, je pense que ça doit être le cas pour beaucoup de monde, j'utilise Passauto. Et Passauto, j'utilise aussi pour générer les URL, les alias d'URL d'utilisateurs. Et ça, en fait, c'était peut-être une erreur. Donc finalement, avec Passauto, on a laissé tomber la génération automatique d'alias d'URL d'utilisateurs et on est revenu à quelque chose avec des ID beaucoup plus simples. Dans les préconisations, on nous avait dit aussi d'avoir une page neutre, finalement, pour justement ne pas deviner. Donc soit tout le temps une 404, soit tout le temps une 403, peu importe la raison. Et pour ça, on a utilisé le module Username Enumeration Prevention, qui existe en Drupal 7 et Drupal 8, et qui permet finalement, pour un visiteur anonyme, en essayant de deviner l'URL de l'utilisateur, de renvoyer dans tous les cas une 403. Et puis on a utilisé aussi un petit module qui est très sympathique, Rename Admin Pass, et qui va lui nous permettre de transformer toutes les URL de /user en / ce qu'on veut. Donc ça c'est très pratique aussi parce que quelqu'un qui va essayer de hacker un Drupal, qui a connaissance que c'est un Drupal, va tout de suite attaquer certaines URL en particulier. Donc le fait de pouvoir customiser ces URL d'administration ou d'utilisateur, finalement ça va être beaucoup plus dur à trouver. Retour d'expérience. Finalement, peu de temps de charge de travail. On a installé 2 modules, on a retravaillé un peu les URL dans Passauto. Et puis, comme d'habitude avec Drupal, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toujours un module pour ça. Même dans des cas compliqués, on trouve toujours son bonheur. Donc là, on a implanté 2 modules et on a pu résoudre la faille. 4e faille trouvée. Fichier inutile au fonctionnement de la production. L'audit de sécurité s'est amusé à rechercher des URL sur le site. Et il a trouvé de nombreux fichiers librement accessibles qui n'ont aucun rapport finalement avec le fonctionnement du site. Ces fichiers accessibles, sans authentification, donc en tant qu'anonyme, sont liés à de la documentation, des fichiers de développement, etc. Exemple, tous les fichiers TXT, comme changelog, à la racine par exemple de Drupal 7, install MySQL, ou alors pour un module comme CK Editor, le readme.txt. Ces fichiers peuvent permettre de récupérer des informations afin d'identifier les potentielles vulnérabilités.
Si par exemple je lis le README de CK Editor, je peux savoir de quelle version du module il s'agit, et donc s'il y a eu une alerte de sécurité sur ce module, savoir s'il est à jour ou pas. Donc ça peut être assez sensible. Et tout ça en tant que visiteur du site sans être logué. La préconisation de l'audit de sécurité était de supprimer ces fichiers, ou du moins de limiter les accès aux ressources non supprimables. Pour eux, tous les fichiers README, TXT, etc. étaient supprimables. Est-ce que vous voyez le loup derrière ça? Quel va être à peu près le gros problème de supprimer tous ces fichiers, d'après vous? Les mises à jour, on est d'accord. Et là, si je vous parle de dette technique, on va créer de la dette technique avec ça. C'est-à-dire que là où une mise à jour devrait durer pas beaucoup de temps, même en trouvant des outils en ligne de commande, on va se retrouver à chaque mise à jour du site à devoir supprimer à nouveau ces fichiers. Donc la suppression des fichiers, finalement, on l'a vite écarté. On s'est dit que ce n'était pas maintenable. Du coup, on s'est tourné vers la deuxième préconisation, qui est plutôt de limiter l'accès à ces fichiers. Et là, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a pu demander à la communauté Drupal pour savoir comment eux faisaient, quelle était la bonne pratique, et qu'est-ce qu'on pouvait faire à partir de ça. La solution la plus intéressante que j'ai trouvée, c'est directement dans le HT Access. Donc c'est quelqu'un de la communauté Drupal, j'ai oublié son nom, qui m'a vraiment conseillé. Lui, il m'a dit, moi je fais comme ça, et c'est vrai que j'ai trouvé ça très propre. Finalement, on dit au HT Access que tous les fichiers, parce qu'en fait, quand on fait l'énumération de ces fichiers dans les modules Drupal, ils s'appellent tous de la même manière. Donc là, je vous ai mis un exemple. Tous les fichiers README qui sont soit en point texte, soit en MD, soit en Markdown, finalement, on va leur renvoyer directement sur un accès restreint. Donc si en tant qu'utilisateur, je tape une URL mon site Drupal /readme.txt, eh bien, le serveur va me renvoyer une 403 serveur en disant que je ne suis pas autorisé à accéder à ce fichier. Donc ça a été très pratique et j'ai trouvé ça très propre. En termes de maintenabilité, on n'a absolument rien à faire, ça restera toujours de la même manière. Et comme on utilisait Plesk sur les serveurs, donc on n'a même pas eu besoin de l'implanter dans le HT Access, on l'a implanté directement dans les paramètres de l'hébergement pour ce site-là. Donc retour d'expérience de cette faille, un vrai choix technique, à savoir comment on allait pouvoir contourner la préconisation de l'audit de sécurité et aussi nous alerter sur une bonne pratique qui est effectivement de limiter l'accès à certaines informations sensibles. Et puis finalement, peu onéreux en temps, il a fallu quelques lignes de code dans un HT Access, dans les paramètres de Plesk, pour pouvoir implanter cette solution. Alors, ça c'est intéressant, c'est une faille majeure. Fuite d'informations, fichier de template. L'audit de sécurité, en affichant le code source, a obtenu les informations sur les fichiers template effectués. Ces fichiers permettent à un attaquant d'accéder à des informations internes. Un petit exemple, on connaît tous ça quand on développe les sites. Là j'ai pris l'exemple de Drupal 8, voilà. Alors c'est la grosse honte parce que notre développeur il ne fait jamais ça. Avant de mettre en production, il pense toujours, il me l'a dit personnellement, il pense toujours, voilà, à ne plus rendre ces commentaires bien pratiques au développement, ne plus les rendre visibles. Donc il ne le fait jamais. Et là, c'est toujours l'exception qui fait la règle. Il y a une audit de sécurité et il oublie d'enlever ses commentaires. Donc ce qui est bien, c'est que ce n'est pas passé au travers de l'audit de sécurité et qu'ils s'en sont aperçus. Alors la solution, c'est peut-être, je ne sais pas comment vous faites, mais une petite checklist avant les mises en production. Moi je pensais que c'était vraiment un acquis pour ce développeur et finalement on s'aperçoit que non.
Donc c'est bien d'avoir sa petite checklist avant les mises en production ou avant une audit de sécurité pour vraiment ne négliger aucune étape qui pourrait donner des informations sensibles à une attaque. Retour d'expérience, de la vigilance. Importante. CSRF, déconnexion utilisateur. C'est un des points de l'audit de sécurité que j'ai trouvé très discutable. Cette faille, selon l'audit de sécurité, on a la déconnexion en naviguant sur la page /user/logout. D'après l'audit de sécurité, ce comportement permet d'exploiter une vulnérabilité CSRF visant à déconnecter automatiquement l'utilisateur à l'aide du code HTML suivant. Donc, injection de JavaScript, on appelle jQuery, on appelle l'URL, et là on peut faire un petit tour de magie à l'utilisateur et le déconnecter. La préconisation, elle est finalement, au lieu d'utiliser un lien, elle est d'utiliser une requête HTTP en post. Et elle est d'utiliser un token unique CSRF. Alors, pourquoi c'est discutable? Parce que d'une part, on ne l'a pas implanté. On a laissé cette faille en se disant qu'elle n'était pas si majeure que ça. On a cherché des solutions techniques par rapport à Drupal pour mettre en place une autre manière de se déconnecter. Finalement, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas forcément de solution technique par rapport à ça, et que si la solution c'était de réécrire le CMS sur la déconnexion, ça valait pas trop la peine. On s'est aussi dit que si le développement Drupal depuis X années avait laissé dans sa version 7 et dans la version 8 un lien uniquement pour se déconnecter, c'est que finalement c'était quand même sécure. Ça sous-entendrait que l'attaquant ait accès déjà au back-office, puis bon, ça consisterait juste en une vilaine blague pour pouvoir déconnecter l'utilisateur. Donc finalement, on n'a pas du tout pris en compte cette faille de sécurité, considérant qu'elle n'était pas importante et qu'il n'y avait pas vraiment de solution technique, et qu'on faisait confiance aussi au CMS qu'on utilisait. Septième faille. En-tête HTTP, Strict Transport Security. C'est une faille importante. Alors, dans le cas présent, cet attribut n'est pas défini et pourrait permettre à une attaque de rediriger un utilisateur sur une page non sécurisée du site. Cette attaque permet à un utilisateur de récupérer les cookies de session d'un utilisateur. Et je vais la coupler avec la 8e faille qui est Content Security Policy. C'est une faille aussi importante. Content Security Policy, CSP, pour ceux qui l'ont déjà utilisé. L'absence de l'entête HTTP CSP permet à l'attaquant d'inclure une ressource distante par le biais d'une faille XSS sur les pages. Ça parle à tout le monde, CSP ou pas? On va en parler un peu. Voilà un exemple qui est permis que notre attaquant pourrait faire sans CSP, de mettre une source JavaScript extérieure, d'appeler l'URL evil.com avec le fichier exploit.js et là d'exécuter à distance du code malveillant sur le site. CSP, ce qui va permettre de faire finalement, c'est donner carte blanche à des ressources internes et éventuellement externes. Donc CSP par défaut, il va tout fermer. Il va vraiment tout fermer, du CSS et du JS. Et là, on va ouvrir les portes au fur et à mesure. On va lui dire, on va autoriser nos fichiers CSS et nos fichiers JS qui sont stockés en interne sur le site. On va autoriser éventuellement des librairies extérieures qu'on a intégrées via une API, par exemple. Et on ouvre au fur et à mesure. Et on définit les URL. C'est-à-dire que si je n'ai pas CK Editor de stocker
pour un Drupal 7 directement sur mon serveur, mais que je vais appeler l'API de CK Editor, alors il faut que j'ouvre les portes vers les CDN, vers les URL qui me permettent d'accéder à CK Editor. Ça peut concerner aussi des Google Fonts, ça peut concerner Google Maps. En fait, avec CSP, on va dire, on va autoriser certaines URL pour exécuter soit du CSS, soit du JS. Et donc, on va avoir un contrôle sur ce qui est fait sur le site. Donc, si jamais quelqu'un venait à pirater notre site et à appeler, par exemple, cette URL qui est du code malveillant, CSP va bloquer l'exécution de ce JavaScript. Si vous voulez plus d'informations sur CSP, je vous conseille d'aller voir le site de Nicolas Hoffman, pour ceux qui connaissent, et qui a fait des très bonnes conférences sur CSP et qui nous explique l'implantation de CSP sur les sites web. C'est vraiment très intéressant. Du coup, les solutions. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a un module pour ça. Et là, en l'occurrence, il s'appelle Security Kit. Je crois qu'il y a une version 8. Je pense qu'elle est un peu stable. Security Kit, il va nous permettre, via son interface, de justement implanter CSP et d'implanter aussi la faille numéro 7. Sinon, on peut aussi faire une implantation du code manuellement, sans passer par un module, directement dans nos templates, ou alors via une fonction de pré-process dans le thème, pour implanter vraiment les déclarations de CSP. Retour d'expérience, une prise de conscience sur cette bonne pratique. C'est vraiment une très bonne pratique d'utiliser CSP. Par contre, il faut énormément tester. La première utilisation de CSP est un peu dure, je trouve. Comme tout est fermé par défaut, il faut bien avoir en tête tout ce qui est utilisé sur nos sites et sur l'écriture des règles pour pouvoir ouvrir. Il y a un exemple sur ce site-là, quand on a mis en place CSP, on a bien déclaré les règles sur le front et puis on s'est rendu compte 2 jours après que justement on appelait CK Editor via un CDN en back-office et que du coup CK Editor était bloqué. Donc il y a vraiment une réécriture, vraiment penser à toutes les librairies qui sont utilisées. Donc en termes de temps, ça a été assez onéreux. Voilà, il y a eu beaucoup de tests à faire et ça nous a pris pas mal de temps pour corriger cette faille et pour du moins maîtriser CSP et son implantation. Alors, faille numéro 9, faille majeure, en-tête HTTP toujours, fuite d'informations sur la version. Il suffit de consulter les en-têtes HTTP pour avoir des informations sur le fonctionnement interne du serveur. Donc là, en l'occurrence, le guide de sécurité a réussi à voir qu'on utilisait Nginx, qu'on utilisait Drupal 7 et qu'on avait une version de PHP qui était à l'époque 7.0.30. Donc tout le monde ne fait pas ça forcément, mais un pirate mal intentionné, effectivement, grâce à ces informations, peut commencer à cibler des attaques. Par exemple, sur la version de Drupal, tester s'il est bien à jour, ou alors sur la version de PHP, savoir si ce n'est pas une version dépréciée et qui ne serait plus mise à jour, par exemple. La solution, ça a été une implantation directement sur l'hébergement. Voilà, il y a des petites lignes de code à implanter directement dans le terminal pour pouvoir dire au serveur de ne pas renvoyer ces informations. Par contre, ça sous-entend vraiment de maîtriser son hébergement. Bien entendu que si on héberge son Drupal sur un OVH, ça ne va pas forcément être possible. Donc retour d'expérience, mais il a fallu beaucoup se documenter pour trouver comment pallier à cette faille. Ça sous-entend aussi, comme je le disais, de contrôler son hébergement. Donc ça a été un peu onéreux en temps, il a fallu passer du temps. Mais finalement, ça nous a alerté sur aussi cette bonne pratique de ne pas renvoyer ces informations qui sont disponibles par défaut. On en parlait tout à l'heure, CK Editor, c'est la faille numéro 10, une faille mineure, qu'il en fallait une.
Multiples vulnérabilités CK Editor. Il est possible depuis l'interface d'administration, donc ça sous-entend qu'on soit logué sur le site, d'afficher la version utilisée de CK Editor en utilisant du JavaScript. On fait un petit F12 dans son navigateur préféré, on ouvre la console, on fait un alert ckeditor.version et on a la version utilisée de CK Editor. Alors la bonne nouvelle, c'est que comme CK Editor sur ce site est utilisé uniquement côté back-office, ça veut dire qu'il faut être logué, donc il n'est pas possible d'afficher cette version depuis les pages pour un visiteur anonyme. Donc impossible d'exploiter cette vulnérabilité depuis des pages sans être logué. Donc la version utilisée pour CK Editor est une version comportant des vulnérabilités. Du moins la version qui a été trouvée lors de l'audit de sécurité. Donc là aussi, attention, on va parler un peu de d'aide technique aussi, de trouver des outils d'alerte sur l'implantation de CK Editor. C'est un peu moins le cas maintenant avec Drupal 8, puisqu'il est directement intégré au CMS. Mais quand on veut un WYSIWYG dans un CMS comme Drupal 7, il faut bien penser aussi à se tenir au courant, trouver des outils de veille pour les alertes de sécurité et pour mettre à jour les éditeurs. En retour d'expérience, ça a été peu onéreux en temps. On a juste à mettre à jour la bonne version de CK Editor, qu'on utilise un CDN avec la bonne URL ou qui soit directement implanté sur le site. Et puis, trouver un outil pour mettre en place la veille technique et éviter d'avoir de la dette technique et de la dette de sécurité sur cet outil. Faille majeure, PHP Mailer. Le service PHP Mailer est vulnérable. Les headers des emails qui sont envoyés via le site pour les confirmations de commandes permettent d'obtenir la version. Alors, l'audit de sécurité nous a alerté sur le fait qu'il n'était pas possible aujourd'hui d'exploiter la vulnérabilité qu'ils avaient trouvée, mais qu'ils considéraient que c'était quand même une faille majeure parce que c'était une version qui comportait des vulnérabilités. Donc les prérequis n'étaient pas remplis aujourd'hui. Pour Drupal 7, on utilise un module qui s'appelle SMTP. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc qui permet c'est un connecteur entre PHP Mailer et puis un SMTP distant pour montrer patte blanche quand on envoie des mails. La version de ce module, la version de PHP Mailer de ce module, qui est stable, finalement comporte des failles de sécurité. PHP Mailer n'est pas à jour. Donc en termes de solution, on a eu de la dette technique parce qu'il a fallu trouver une manière d'avoir un PHP Mailer à jour là-dessus. Il a donc fallu réécrire un petit peu le module, l'adapter et lui implanter la dernière version de PHP Mailer qui, elle, est à jour et ne comporte pas de failles de sécurité. Donc, en tant que retour d'expérience, ça a été un peu onéreux au niveau du temps. On s'est aperçu aussi qu'on avait tendance à s'enfermer dans les modules. On installe les modules, on installe les modules, on installe les modules, et on oublie de regarder, par exemple pour SMTP, on oublie de regarder quelle version de PHP Mailer est installée via ce module, et si elle comporte des failles ou pas. Donc ça a été bien d'être alerté un petit peu dessus, et d'en être conscient aussi. Il a fallu du coup mettre une véritable stratégie de maintenance pour finalement pouvoir continuer à assurer dans le temps une maintenabilité, une maintenance objective de sécurité sur ces librairies. Donc ça a été assez onéreux en temps. On va conclure sur ces 11 failles, sur ce retour d'expérience de l'audit de sécurité.
Je dirais qu'avant tout, quand on a annoncé aux développeurs qu'il y allait avoir une audit de sécurité, il a été très content et très impatient parce que ça permettait de mettre à l'épreuve un petit peu le travail et les bases de son travail sur des développements antérieurs et éventuellement futurs. Donc ça a été très formateur puisque ça a permis de voir quels étaient les acquis, ce qu'ils n'avaient pas trouvé, et là où éventuellement il y avait des choses à améliorer sur du développement. On s'est aperçu qu'il y a des acquis qui ne l'étaient pas. C'est bien de s'en rendre compte. Il y a eu une hausse de compétences, puisqu'à chaque fois il y a eu des solutions, vraiment sauf une fois pour le lien de déconnexion, mais à chaque fois il y a eu une hausse de compétences avec des solutions trouvées, soit des solutions techniques avec du code, soit des solutions avec l'implantation de nouveaux modules. Il y a eu aussi une hausse de la vigilance sur les attaques. Voilà. Le développeur ne vit pas dans un monde de bisounours, mais c'est vrai que quelquefois, voilà, on développe des fonctionnalités, on se dit mais jamais les utilisateurs iront chercher telle URL, c'est bon, on va faire comme ça, puis au final, voilà, on baisse la garde. Donc c'est bien aussi de toujours être conscient que sur des données sensibles, il faut être vigilant. Et puis je dirais que le vrai retour d'expérience, ça a été l'implantation de ces solutions dans tous les futurs développements, et puis au fur et à mesure implanter dans les développements précédents, et de faire finalement de toutes ces notions de sécurité une espèce de checklist de base pour tous les développements de sites web. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Bonjour, merci pour ce retour d'expérience très intéressant. Moi, je voulais juste revenir un petit peu sur la checklist quand tu fais le post-mise en prod. Moi, je suis un peu le développeur feignant qui n'a pas beaucoup de temps, qui n'aime pas revenir sur ce genre de choses. Donc, moi, j'ai mis en place des scripts, déploiement, Ansible, intégration continue, GitLab, etc., etc. Et je voulais savoir si toi, c'est par choix que tu ne fais pas ça, que tu mets en place une checklist. Enfin, voilà, ou est-ce que c'est peut-être une option envisagée dans le futur voilà. Pas toi, pardon, Mickaël. Alors je fais une checklist en fait, mais les fichiers de template c'est tellement la base que je ne l'incluais pas dedans, en disant je ne peux jamais oublier. Et c'est vrai que je n'oubliais jamais, sauf une fois. Donc maintenant je l'ai inclus dans ma checklist. Mais même s'il y a des outils pour faire de l'automatisation, j'aime bien aussi avoir ma checklist et le côté un peu humain de la checklist qui me permet de revérifier que j'ai bien fait ça, que j'ai pas oublié telle chose, et voilà. C'est juste après personnel et voilà. Ah oui, il y avait un livre, je crois, pour la présentation. Ah. Voilà, deuxième alors. Moi j'avais une question sur les comptes utilisateurs. Ouais. Tout à l'heure tu as dit que le client ne souhaitait pas de compte utilisateur. Ouais. Mais on a vu qu'il y avait possibilité de se déloguer. Donc la question c'est de savoir si c'était pour les gestionnaires du site que pour les gestionnaires. Et auquel cas, donc pour les utilisateurs, pour les clients, c'est quoi? C'est une nouvelle entité qui a été créée pour faire le lien entre les commandes. C'est des commandes uniques. C'est des commandes uniques. Ouais. Donc en fait, là j'ai pris le cas d'un site e-commerce, mais bien entendu, il ne s'agissait pas d'un site e-commerce. Et donc le client le visiteur a un usage unique de la commande. Donc il n'y a aucun historique de commande, il n'y a aucun moyen de retrouver ce qu'il est venu faire sur le site, et c'était vraiment la volonté du client. Donc après, quand on parlait de se déconnecter, c'est pour toute la partie admin, donc le client qui a des accès sur le site pour voir justement les commandes qui ont été passées sur le back-office. Merci. Bonjour, donc merci pour la conf, c'était très intéressant. Moi j'aimerais revenir en fait sur le problème numéro 4, le problème en fait qui expose les fichiers README, etc. Donc ça va pas trop être une question, mais plutôt une recommandation.
Je ne sais pas s'il y a des gens dans cette salle en fait, qui connaissent le projet Drupal Paranoia. En fait, c'est un projet qui est sur le qui est sur le GitHub de Drupal Composer. Donc, quand vous utilisez Drupal Composer, vous pouvez installer Drupal Paranoia. Et en fait, c'est un plugin Composer qui, après chaque install, update ou remove, va sortir tous les fichiers en fait qui ne sont pas des assets, donc des JS, des CSS, des images, etc. Il va les sortir du webroot en fait. Donc tous les fichiers PHP, etc. Du coup, ils seront plus exposés sur le web. C'est bien ça. Et donc en fait, tout marche de manière automatique. Il n'y a pas besoin du coup d'écrire une règle perso dans la page, de la mix, etc. Ok. Voilà, c'est juste. Ah, merci, parce que je ne connaissais pas. Et je Donc du pense coup, que ça s'appelle effectivement, Drupal je vais Paranoia. Ok. Ah, ça porte bien son nom. Ça marchera pas pour du V7. Oui, enfin moi je parlais pour Drupal 8. Hein. Non, mais c'est bien de le savoir pour Drupal 8. Bah, je vais regarder ça, merci beaucoup. On a une dernière question. C'est aussi sur le point numéro 4, moi je la nuancerai un peu cette règle parce que tu as beau cacher le readme de CK Editor, si tu connais l'URL, la site, all, module, CK Editor, machin, tu vas appeler le JS, le numéro de version il est en haut de ton point JS. On est d'accord. Et tu as beau cacher ton readme sympa, voilà, ton JS t'es obligé de le rendre public. Donc j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi il faut absolument cacher les points TXT. Pour être compliant avec ton audit et faire plaisir à ton client, je comprends très bien le pourquoi. Non, on est d'accord. Et puis le but d'une audit de sécurité, quoi qu'il arrive, c'est de trouver des choses. Donc, même si on est à jour sur. Enfin, je veux dire, si j'avais déjà corrigé tous ces points-là, je suis sûr qu'ils auraient trouvé autre chose. Il faut justifier le boulot. Ouais. C'est exactement ça. Ah, merci beaucoup.